Les vraies voix Sud Radio, 17h-20h, Philippe David. Retour des vraies voix avec Lydia Guirousse, Tom Conan et David Dégouille. 9 ans et un mois après le début de l'opération Serval, devenue Barkhane, le retrait de l'armée française du Mali a été officialisé aujourd'hui par l'Elysée. Nous sommes en compagnie de Lou Vialet, politologue spécialiste de l'Afrique et de la géopolitique africaine, auteur du livre La fin du franc CFA, publié chez VA Éditions. Lou Vialet, bonsoir. Bonsoir Philippe, merci pour votre invitation. Bienvenue sur Sud Radio. On pouvait s'attendre à ce retrait suite aux déclarations, aux échanges, on peut dire aigre-doux, entre la ministre des Armées Florence Parly, le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian et la junte militaire qui, à titre de rétorsion, avait décidé de déclarer persona non grata l'ambassadeur de France à Bamako. Oui, bien sûr qu'on pouvait s'y attendre. En revanche, on pouvait attendre d'autres formes de retrait. On pouvait attendre des formes de retrait beaucoup plus brutales, par exemple. Vous voyez, le Mali est encore sous perfusion économique. Il est encore bénéficiaire de l'aide de la France, à de multiples aspects d'ailleurs. Pas seulement de l'aide au développement, qui ne lui a pas été retirée, vous l'avez bien vu, mais aussi, par exemple, sa monnaie. Le franc CFA, eh bien, c'est la France qui continue à garantir cette monnaie, alors que nos autorités se font, on peut le dire, insulter, cracher dessus par les autorités maliennes putschistes. Donc c'est un retrait. Nous avons choisi de mettre nos armées sur le flanc sud, de les réorienter vers le Niger, mais ce n'est pas une rupture complètement nette et ce n'est pas brutal. C'est plutôt un retrait, on peut le dire, assez doux. En douceur. Et Tom Conan. Oui, quelle aurait été justement la solution la plus optimale selon vous? Est-ce que justement la manière qui a été de procéder convient, ou est-ce qu'on aurait pu forcément voir les choses un peu différemment? Je ne me rends pas compte pour les spécialistes comme vous. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est difficile, je vais bien entendu répondre à votre question, mais il faut savoir de quoi on parle. Vous savez, cet épisode de la France au Mali, c'est un épisode de la guerre que nous menons au Sahel depuis finalement 8 ans. Et c'est une guerre qui est encore en cours, si vous voulez. Et donc, apprécier ce geste, c'est difficile de dire quelle serait la meilleure des solutions. Une solution brutale aurait été de faire mal au Mali en même temps. Le seul problème, si vous voulez, c'est que briser le Mali, on est capable de le faire. Si nous retirons la monnaie, le franc CFA du Mali, par exemple, si nous retirons aussi les aides publiques au développement, si nous retirons même de l'assistance technique qui demeure, scientifique par exemple, que va-t-il se passer? Eh bien, les populations vont être les premières à en souffrir en réalité. Et l'un des problèmes, vous l'avez bien noté, nous sommes au Sahel à cause du djihadisme, à cause du terrorisme, et une des sources de prolifération de ce terrorisme et de ce djihadisme, c'est l'extrême pauvreté. Et donc, vous comprenez bien que mettre à genoux un pays, mettre à genoux ses habitants et ses entreprises, c'est prendre aussi le risque de surdévelopper, de turbo-développer, si vous voulez, de turbo-créer de nouveaux djihadistes. Donc là, on a choisi une option fine, mais la véritable question qu'il faut se poser dans cette guerre du Sahel, dont l'épisode malien n'est qu'une étape, c'est comment allons-nous gérer, nous, les Français, les Européens, les Africains du Nord et du Sud, comment allons-nous gérer le nouveau désordre africain? Nous sommes dans une impasse, l'impasse de la décolonisation. Nous avons une Afrique qui, du Nord au Sud, souvenez-vous, il y a les révolutions arabes un peu plus au Nord, des pays qui vont un peu mieux. C'était il y a seulement 10 ans et les conditions économiques et sociales se sont encore dégradées du nord au sud. Ce continent n'a jamais été aussi fragile de son histoire, n'a jamais représenté une menace aussi forte, non seulement pour lui-même, mais pour ses voisins, et nous sommes ses voisins. Donc la véritable question, c'est comment allons-nous gérer cet affaissement de notre frontière sud, de telle sorte à ne pas en subir les conséquences. David Dégouille. Oui, c'est vrai que on a eu sur un véritable décalage entre. Je pense que vous vous souvenez tous du discours de François Hollande sous les vivas de la foule à Tombouctou. Voilà. Et après qu'on ait envoyé les parachutistes de la Légion sauter sur Tombouctou. Et c'est vrai que quelques années plus tard, la popularité de l'armée française a énormément décliné. Et c'est le cas souvent des armées occidentales après des interventions. Donc voilà, c'est jamais un très grand succès quand on reste longtemps. Alors, mais là, ça fait très longtemps. Hein. Ça a été... Ça fait plus de temps que la guerre d'Indochine ou la guerre d'Algérie depuis qu'on est au Mali.
Et la question aussi, il me semble quand même, en creux, c'est toujours, vous disiez effectivement la pauvreté à juste titre, c'est quand même le développement économique. Et en fait, la question, c'est qu'en est-il justement de ces transferts de technologie ou même des transferts de compétences, tout simplement, de façon à ce qu'il puisse y avoir des activités les plus autonomes sur place, et notamment, voilà, mais en lien notamment avec les nouvelles technologies qui sont quand même maintenant le moteur de la croissance dans la plupart des zones du monde. Lou Vialet, pour répondre tant à David Degouille qu'à Tom Conan. Oui, je pense que, alors il y a deux choses. D'une part, merci pour vos questions parce qu'elles nous amènent au cœur du sujet, si vous voulez. Comment peut-on entreprendre, créer de la richesse, la redistribuer et avoir des transferts de technologie? Comment peut-on entreprendre si on est dans le chaos? Stabilité permanente. Ça n'est pas possible. Et je vais répondre du coup à Monsieur Degouille. Bien sûr, les armées occidentales n'ont pas bonne presse, en particulier lorsqu'elles restent longtemps dans un territoire et que finalement, ce territoire continue à se développer. Nous avions raison de bouter les terroristes hors de Bamako et de protéger le Mali en 2013. Mais vous voyez bien que la solution militaire, même s'il est accompagné souvent par de l'aide économique, ne suffit pas à la stabilisation. Elle ne suffit pas. Vous avez eu, plusieurs années après la libération de Bamako, vous avez eu 2 coups d'État, coup sur coup, fomentés par des gens qui avaient été formés d'ailleurs en Russie. Et ces coups d'État sont apparus dans un État en lambeaux, pour le coup, mais qui était encore sauvegardé par l'armée française. Il y a là un pari, il y a là un choix que nous devons faire. Et qui devons-nous soutenir dans l'avenir? Et comment pouvons-nous garantir la stabilité des États faillis qui sont à nos frontières? Et là, il y a beaucoup de questions qui se posent. Encore une fois, je vous l'ai dit, le chapitre de la décolonisation n'est pas terminé, en réalité. Le chapitre de l'après-colonisation, pardon, toutes les promesses de la décolonisation, eh bien, elles se sont effondrées. Et il y a une solution dont on pourrait discuter. C'est la solution pour rétablir une forme de sécurité pérenne, mais une forme de stabilité qui permette le développement économique, qui permette les nouvelles technologies et qui permette aussi eh bien, que les agriculteurs et les éleveurs ne se fassent pas racketter en permanence. Cette solution, c'est de discuter de tutelle internationale. Je ne parle évidemment pas de néocolonialisme, je parle de tutelle internationale au sens où finalement les États africains, les États subsahariens, nord-africains et européens ont intérêt à la stabilité de leur voisinage. Et aujourd'hui, ce voisinage eh bien, part en lambeaux. Et une tutelle, notamment par exemple sur le Mali, vous voyez bien que le Mali se comporte comme un État complètement voyou désormais et menace la stabilité non seulement de toute la région, mais jusqu'à chez nous, et permet aussi eh bien, d'ouvrir la porte à des puissances agressives. Je suis le premier navré de ça, mais vous avez eh bien, la Russie qui profite de ce genre de déstabilisation pour faire chanter aussi l'Europe. Il ne faut pas l'oublier. Et donc une solution telle que eh bien, mettre sous tutelle le Mali avec une administration africaine aidée par les Européens me semble être des solutions dont il faut qu'on discute parce que ce chaos ne peut pas durer tout le siècle. Et ce qui est prévu pour l'instant, c'est qu'il dure tout le siècle. Lydia Guirousse, c'est vrai que c'est difficile dans un pays où il y a eu quand même 2 coups d'État militaires il n'y a pas si longtemps. Il y en a eu un autre au Burkina, au Tchad, il y en a eu ces derniers temps. C'est quand même compliqué, non ? Oui, c'est une situation qui est extrêmement compliquée en Afrique, avec une poussée djihadiste qui est importante. Et puis moi, la question que je me pose, je ne crois pas trop à la mise sous tutelle du Mali. Ça s'appelle une nouvelle forme de colonisation. Et je souhaite bien du courage à celui qui essaiera de mettre ça en place. Et surtout d'obtenir... Non, juste pour terminer, pardonnez-moi, monsieur. Et obtenir l'accord des dirigeants actuels du Mali, ça risque d'être extrêmement difficile. J'ai l'impression que les quelques colonels là, qui dirigent actuellement le Mali n'ont pas véritablement envie de discuter, n'ont pas véritablement envie de coopérer. Ils ont envie d'avoir des liens plus étroits avec la Russie. Moi, la question que je me pose de manière régulière, c'est quelle est la véritable volonté de ces dirigeants? Est-ce qu'ils ont vraiment envie de développer leur pays, de développer les conditions économiques et le niveau de vie de leurs concitoyens, de leur population? J'en ai franchement un doute et je voudrais profiter de ces quelques secondes pour rendre hommage aux 58 soldats qui sont morts et rappeler qu'ils ne sont pas morts pour rien, que leur sacrifice n'a pas été vain, qu'on a protégé aussi la sécurité des Français en étant au Mali, et je pense que c'est important d'avoir un mot pour eux. C'est vrai. Lou Vialet, en 40 secondes. En 40 secondes, ce qu'il faudra dire, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des États faillis à nos frontières
qui sont occupés par des putschistes, qui ne recherchent, Madame Guirous, que le pouvoir et à pousser leur avantage. Et aujourd'hui, nous avons des puissances agressives qui les utilisent pour nous mettre la pression. C'est ce que fait la Russie. C'est ce que fait la Russie, notamment en s'alliant avec l'Algérie de plus en plus, en influençant le Mali, et aussi en nous mettant un pistolet sur la tempe à notre sud. La Russie se plaint de ce qui se passe sur son flanc ouest. Et elle nous fait la même chose sur notre flanc sud. Et je le regrette, mais la tutelle internationale n'est pas du néocolonialisme. C'est pas une extension de territoire, c'est pas un moyen de piller des richesses. Et c'est une possibilité, il faut en discuter d'autres, mais aujourd'hui on a changé d'époque. Et donc il faut de nouveaux outils. Merci beaucoup Lou Vialet, spécialiste de l'économie et de la géopolitique africaine. Dans quelques instants, notre grand débat. Comme l'affirme Ségolène Royal, Mélenchon est-il le vote utile à gauche? Ça se resserre, vous êtes 49,1% à dire oui. Vous voulez réagir, le 0826 300 300 et les réseaux sociaux.